au dossier de Robert Doucet aux Nations Unies. Alors, ce dossier que nous voulons faire après le passage de Robert Doucet aux Nations Unies, Robert Doucet qui s'est retrouvé devant une salle totalement vide, c'est un exercice de contradiction. Ça n'a rien à voir avec tout le reste. C'est un exercice de contradiction parce que le ministre des Affaires étrangères a énuméré des chiffres, a énuméré des données. Nous voulons voir si ces données cadrent avec la réalité du terrain. Ceci est un exercice de journaliste avec une expertise extérieure. Ce n'est pas un exercice d'activiste. Donc, c'est un exercice de journaliste qui confronte les données. Il a dit que le Togo se porte bien, le Togo va bien, tout se passe bien au Togo. Le Togo, c'est un paradis terrestre. Les routes sont goudronnées. On a goudronné même les routes qui sont en l'air. On a tout fait. On a les meilleurs hôpitaux. On a l'assurance maladie. On a tout au Togo. Et donc, le Togo, c'est le meilleur pays au monde. C'est ce qu'il a dit. C'est une bonne chose. Mais la seule chose que les Togolais demandent, vous avez bien travaillé. C'est une bonne chose. Il faut partir. Tout ce que vous avez fait là, c'est bon. Vous avez fait les routes en bas, en l'air, en haut, partout, sous la mer. Tout ça, c'est bon. Les Togolais vous remercient. Mais les Togolais disent, 20 ans là, il faut partir. Parce qu'à côté, les gens ont fait aussi bien. Au Ghana, au Bénin, les gens ont bien fait, mais ils sont partis. Vous avez très bien fait. Assurance maladie. Bravo. Les universités, bravo. Les écoles, bravo. Les routes, bravo. Les pistes rurales, bravo. L'assurance maladie pour 3 millions de Togolais, bravo. Les salaires qui font 500 000, 600 000, 700 000 pour les fonctionnaires, bravo. Le SMIC qui a 200 000, bravo. Vous avez bien fait. Vous avez bien travaillé. Mais les Togolais disent, il faut partir. Il faut partir. Parce qu'au Ghana, les gens ont aussi bien fait. Au Bénin, les gens ont bien fait. Mais ils sont partis. Vous avez bien fait. Vous avez bien travaillé. Vous vous êtes bien occupés de nous. On n'a aucun problème au Togo. Les quartiers sont propres. Les routes sont bonnes. Les lycées sont propres. Les universités sont propres. Les étudiants ont des bourses. Ils ont des ordinateurs. Ils ont tout. Vous êtes à féliciter. Il n'y a pas de corruption au Togo. C'est bien. Les ressources du Togo sont bien gérées. Le phosphate est bien géré. Le clinker est bien géré. Le port est bien géré. Merci pour tout ce travail-là. Les Togolais disent, il faut partir. Bonjour, Jitri. Bonjour, tu m'entends bien? Oui, je vous entends, cher ami. Bonjour, bonjour, grand frère Ferdinand. Comment allez-vous? Je vais très bien, mon cher Jitri. J'ai fait une introduction un peu passionnée, mais bon. Merci. C'était juste du sarcasme pour introduire le dossier. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Avec ces gens-là, quelque part, il faut parfois faire preuve de beaucoup d'esprit. Sinon, on risque d'être démoralisé. Mais en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Il y a ceux qui me posent des questions. Agadazi. Non, Agadazi, tranquillisez-vous. On reviendra sur le dossier Agadazi. Pas aujourd'hui. Mais restez calme. Ne vous inquiétez pas. Restez zen pour Agadazi. Ne vous inquiétez pas. Exactement. Ne vous inquiétez pas du tout pour Agadazi. C'est Ferdinand qui vous rassure. Laissez lui et ses communicants, ces petits brailleurs brailler sur les réseaux sociaux. Laissez-les tranquilles. Alors, mon cher Driti, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, je vous entends très bien. Alors, voilà. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt notre ministre des Affaires étrangères à la tribune des Nations Unies. Et dans son intervention, ce qui a frappé l'ensemble des Togolais, c'est toutes les données chiffrées qu'il a énumérées en parlant des domaines de l'eau, de la santé, des écoles, des routes, et pour finir par conclure que si vous arrivez aujourd'hui au Togo, le Togo se porte très bien, c'est un pays merveilleux, les gens sont bien nourris, les gens se portent énormément bien. Je voulais vous poser la question de savoir si en tant qu'expert en finance, est-ce que selon les agrégats économiques, le Togo se porte vraiment bien? Voilà, merci pour la question. D'entrée, j'ai envie de dire que l'exercice auquel s'est prêté M. Robert Doucet à la tribune des Nations Unies, pour moi, s'apparente à ce qu'on appelle le fait coué.
Coué. Je ne sais pas si Ouais, vous connaissez, ouais, voilà. ouais, je connais. Donc, c'est-à-dire qu'on essaie de s'auto-persuader de Ouais, quelque chose qui n'est pas vrai. ouais, Voilà. Donc, c'est un peu à cet exercice qui s'est donné maladroitement ouais. et malheureusement, presque toutes les données qu'il a données ne sont pas exactes. Et OK. on va Nous donc allons les décortiquer les données. décortiquer un à Voilà. un. Voilà. Voilà. Alors, par quel sujet vous voulez qu'on commence par rapport à tout ce qu'il a dit? D'abord, je voudrais qu'on commence par l'évaluation du système de gestion des finances publiques dont il a D'accord. parlé en premier. Voilà. D'accord. Donc là, j'aimerais bien d'abord Qu'est-ce qu'il a replanter le dit? décor. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, il a dit que les réformes dans les finances publiques sont en très bonne marche Oui. et que en matière de digitalisation, de simplification des procédures fiscales et douanières, beaucoup de choses ont été faites qui ont permis d'augmenter les recettes fiscales, qu'il y a eu une opérationnalisation du guichet unique du dépôt des états financiers, un renforcement du cadre financier de la commande publique avec l'adoption de lois relatives au marché public et au partenariat public-privé en 2021 et aussi la possibilité de tenir des audiences en ligne, réduction des délais des audiences et des actes juridiques. Voilà. Donc, il a parlé de ces choses-là pour commencer. Et je D'accord. voudrais juste planter le décor, rappeler à nos auditeurs pourquoi est-ce que il s'est lancé dans cet exercice. Il D'accord. faut savoir que depuis quelques mois, l'État togolais est sous le feu de plusieurs audits internationaux. OK. Voilà. D'où, je pense, le ton un peu à la méthode Coué de dire oui, tout va bien. Je voudrais vous rassurer que tout va bien au Togo, que le Togo va bien et que même le Togo va mieux. Oui, Alors, déjà quand quelqu'un dit dans un discours, nous avons tous fait, nous avons fait la communication, c'est comment les discours sont argumentés, agencés et tout ça. Quand quelqu'un exactement. dit, je tiens à vous rassurer, c'est qu'il y a quelque part, il y a quelque chose qui ne rassure pas. Voilà. Et c'est ce que je vais vous exposer tout à l'heure. C'est que actuellement, vous n'êtes pas sans savoir que au mois d'août passé, le FMI avait lancé un audit sur la gouvernance Ouais. générale du Togo. Ouais. D'accord? Et plus précisément, l'une des composantes de cette gouvernance, c'était la gestion des finances publiques. Les amis, Donc, quand il s'agit des questions économiques, il faut rester et suivre. C'est important pour notre pays. voilà, Les c'est ça. questions économiques, les questions d'endettement, c'est important. C'est vraiment important qu'on se mobilise sur ces questions-là parce que ce sont ces questions-là qui permettent d'avoir une idée de la santé de notre pays et de ce qui nous attend demain. Donc, c'est très important. C'est ça, Allez-y. effectivement. Très, très important. Donc, depuis le mois d'août, le FMI a lancé un audit sur la gouvernance générale du Togo. Donc, ça s'est passé du 25 au 29 août dernier. Et il faut savoir que on attend normalement la publication de ce rapport d'audit-là. Et ce rapport d'audit est venu suite notamment à une revue qu'a fait le FMI au mois de juin, où ils se sont rendus compte que la dette publique du Togo a dépassé les 72%, c'est-à-dire le seuil imposé par l'UMOA. Donc, on est en train de se rendre compte, le FMI, après s'être rendu compte que le Togo a violé quasiment tous les, les indices ou les critères de convergence de l'UMOA, a donc lancé donc cet audit-là du 25 au 29 août pour réévaluer toute la gouvernance économique du Togo. Ce n'est pas fini. Du 22 au 27 septembre là, qui vient de passer, c'est-à-dire la semaine qui vient de se terminer, la Banque mondiale est également arrivée au Togo avec ses experts pour auditer un portefeuille de 22 projets qu'il est en train de financer, qu'elle finance actuellement au Togo. Il est question de projets de développement, projets en infrastructure, d'eau, d'électricité, de routes, etc., de protection sociale, etc., etc. Donc, la Banque mondiale est également au Togo actuellement et le portefeuille, le montant total de ce portefeuille de projet, c'est près de 400 milliards de francs CFA. Donc, il faut savoir qu'on a déjà 2 audits en cours au Togo par ces institutions. Et ce n'est pas fini.
Nous avons également un troisième audit qui est fait là spécifiquement sur l'OTR. Et Ouais, c'est ce qu'on appelle… Avec la participation des Français, ce que j'ai trouvé curieux. Voilà, avec la participation des Français. Il y a la direction, comment vous l'appelez, des Français, là, comment, la Direction générale des finances publiques, la DGFiP. Voilà. La Direction générale des finances publiques française est à Lomé pour évaluer l'OTR. C'est quand même incroyable. Hein? C'est quand même incroyable. Alors, dans le cortège, dans la mission qui est venue pour évaluer l'OTR, il y a le FMI, il y a la Banque mondiale, il y a la TAF. Donc, la TAF, c'est une organisation panafricaine de surveillance de la fiscalité africaine. Ouais. Et il y a également donc la DGFiP, comme tu l'as dit, la Direction générale des finances publiques. Donc, il y a ces gros financiers. Ce qu'il faut remarquer, c'est que ce sont des organismes qui représentent les plus gros financiers, les plus gros créditeurs du Togo. Mais est-ce que une question bête, est-ce que l'OTR au Togo peut venir évaluer les finances publiques en France? Jamais. Alors, jamais. Les Français, ils viennent avec toutes les autres organisations que tu as citées pour évaluer l'OTR parce que nous leur devons de l'argent, c'est ça? Exactement. Parce que, notamment à travers l'AFD finance beaucoup de projets, notamment dans la modernisation même de l'administration togolaise. Il y a plein de projets financés par la France actuellement au Togo. Et donc, c'est ce qui explique que ces institutions viennent aujourd'hui financer, surveiller, contrôler l'OTR. Il faut savoir aussi que récemment, il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire il y a 2 ans, le système d'information DataFeed de l'OTR a été un système d'information qui a été importé de France. C'est-à-dire que c'est un système d'information acheté à la DGFiP. D'accord? Donc, c'est quasiment le système d'information de la DGFiP qui est actuellement en train d'être utilisé à l'OTR. Donc, il s'est fait que au cours de l'utilisation de ces systèmes d'information, on s'est rendu compte que les agents n'étaient pas suffisamment formés, malgré la formation qui a été dispensée au début pour ces agents-là. Donc, quelque part, toutes ces audits-là viennent aujourd'hui au Togo vérifier pourquoi les finances publiques du Togo ne vont pas bien. Parce qu'il y a une chose très importante qui a été remarquée également, c'est que toutes ces institutions ont remarqué que la croissance économique, parce que Robert Douce avait parlé d'une croissance de 7%, alors que c'est faux, la croissance économique du Togo telle qu'elle a été, comment dire, prévue, présagée par toutes les institutions, notamment la Banque mondiale, le FMI, la Banque africaine de développement, c'est 5%. Au plus 5,3, 5,4%. Et là, M. Robert Doucet nous dit qu'il y a 7% de croissance. Et ce n'est pas la vérité. Et ce qu'ils ont remarqué, ces institutions, c'est que la croissance économique au Togo n'est pas inclusive. Ça veut dire quoi? Une croissance non inclusive. C'est-à-dire que la croissance économique de notre pays ne se traduit pas par un réel développement du Togo. Une meilleure répartition du développement, une meilleure distribution de la richesse aux populations. D'accord. Donc, sur la première question, les données communiquées par le ministre ne sont pas exactes. La question n'est pas exacte. D'autant plus que nous avons plusieurs rapports. On a le rapport PEFA 2023 et le rapport TADAT 2020 qui ont été publiés sur les finances publiques, la gestion des finances publiques au Togo en 2023 et en 2020. Et ces rapports nous disent clairement que la digitalisation a du mal à se mettre en place au Togo, malgré tous les logiciels qu'ils achètent, que la simplification des procédures, c'est un chimère, parce que beaucoup de choses se font encore à la main et qu'il n'y a pas de réel logiciel de comptabilité, de répertoriation des contribuables, ce qui fait que toutes les données aujourd'hui au niveau de l'OTR ne sont pas à 100% fiables. Donc, toutes ces informations-là sont disponibles sur la page Facebook ACGFIP
où vous pouvez aller voir en détail ce que disent ces rapports. Donc, sur le premier point, sur l'évaluation du système de gestion de finances publiques, Monsieur Robert Doucet n'a pas dit la vérité. Tout ne va pas bien au Togo. Au contraire, tout va mal. D'ailleurs, ce qui prouve que tout va mal, c'est que actuellement, il y a 3 audits qui sont en cours au Togo par des institutions financières internationales. Et je pense personnellement que c'est la raison pour laquelle il insiste, et il le dit 2 fois, 3 fois, que le tout va bien au Togo, qu'il a envie de rassurer les gens. Je pense qu'il a voulu saisir l'occasion de cette exposition mondiale pour s'adresser aux partenaires financiers, aux créditeurs, aux créanciers du Togo, qui sont actuellement au Togo aujourd'hui, pour se demander, pour contrôler, surveiller le Togo et se demander pourquoi les choses ne vont pas au Togo. Voilà. Et je rappelle que nous avons une dette publique de 72%, d'accord, du PIB, qui est au-delà des 70% requis par l'UMOA. Nous avons un déficit public de 6,6% au lieu de 3%, ce qui n'est pas bien non plus. Et nous avons un ratio dette publique, recette fiscale, qui est à plus de 400%. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre capacité à rembourser notre dette aujourd'hui est 4 fois inférieure à la dette que nous avons. Ou si on veut encore le dire autrement, que l'État s'est endetté 4 fois au-delà de ses capacités contributives. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut aujourd'hui se mettre à rembourser la totalité de nos dettes avec seulement nos impôts, on va utiliser tous nos impôts sans financer des services publics, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'écoles de construite, il n'y aura pas de routes, d'hôpitaux, rien du tout. On va utiliser tous nos impôts. Si on utilise 100% de nos impôts, il faudra le faire 4 fois, c'est-à-dire qu'il faudra 4 années pleines de tous nos impôts pour rembourser toutes nos dettes. Voilà ce que ça veut dire. OK. Nous reviendrons sur la dette intérieure parce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'habitude de parler de la dette intérieure. Beaucoup d'entreprises sont en faillite aujourd'hui au Togo. L'État peine à rembourser la dette intérieure et donc les banques aussi ne font plus de prêts aux sociétés. Et les banques sont réticentes parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris des crédits dans les banques. Ils sont insolvables. Les banques ont des difficultés à récupérer les crédits accordés. Bien sûr. Et du coup, les banques préfèrent aujourd'hui faire des crédits aux microfinances dont elles sont sûres qu'ils vont rembourser. Maintenant, aux personnes morales ou aux individus, les banques hésitent à prêter de l'argent. Et tout ça se ressent dans le circuit financier du pays parce que quand les gens disent au Togo que l'argent ne circule pas, effectivement, l'argent ne circule pas parce que l'État a toutes les difficultés à payer la dette intérieure et à faire mettre de l'argent dans le circuit financier au pays. On reviendra là-dessus. Donc, bien sûr. On va parler. Alors, quelle est la deuxième question? Ensuite, il y a la question de l'accessibilité aux soins. Voilà. Donc, vous avez tous entendu Monsieur Doucet nous dire que le taux d'accès géographique aux soins est de plus de 90,7%. Alors, plus exactement, il a dit 90,7%. Il dit le taux géographique d'accès aux soins de santé. Voilà. Bon, qu'est-ce que le mot géographique vient chercher dans ça? Exactement. C'est là où, quelque part... C'est quoi? C'est les routes? C'est quoi? Bon, qu'est-ce que géographie vient chercher dans ça? Alors, c'est la question que nous nous sommes tous posés. En tout cas, nous tous qui sommes un peu connaisseurs, sachant un peu en économie, on s'est tous posé la question, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Ouais. Beaucoup, on n'a pas très bien compris, mais en fouillant un peu sur les différents projets financés par la Banque mondiale, nous avons trouvé ce projet-là qui est intitulé SSEQCU. Donc, c'est un projet de financement des services de santé et d'accès aux soins, etc., qui a été financé par la Banque mondiale. C'est un projet qui est financé à hauteur de plus de, alors, je sais pas le montant, mais c'est un montant important quand même. Et
il faut savoir que dans le cadre de ce projet-là, il était prévu de rapprocher les établissements de soins des populations. Okay. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de construire des établissements de soins plus proches des populations. Voilà. Et donc, voilà, dans la figure qui est affichée, vous avez donc dans ce projet le montant qui était consacré à ce volet du projet, c'est 30 millions de dollars. 15 milliards. Voilà. Donc, 30 millions de dollars. Donc, 15 milliards, effectivement. Donc, dans ce rapport de la Banque mondiale, on nous dit que l'évolution ou bien de cette composante-là est à l'état modérément satisfaisant. Ouais. Au départ, quand le projet a été financé, l'état était modérément satisfaisant. Voilà. L'état de ce critère-là était modérément satisfaisant. Okay. À la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le projet a été financé en 2021, à la date d'aujourd'hui, 2025, on nous dit qu'on est toujours à la même étape. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a prévu dans ce projet de construire différents établissements dans différents endroits du pays. D'accord? Ouais. Nous, quand on a été chercher les 90,7%, on est tombé sur une information du site internet de la République of Togo qui nous dit que les 90,7% proviennent des dernières statistiques. Ouais. Mais quand on a été sur le site internet de l'INSED, c'est-à-dire l'Institut national qui produit les statistiques nationales, on n'a pas trouvé de statistiques, voilà, de 90,7%, voilà, d'accessibilité de soins géographiques. On n'en va pas trouver. Donc, à l'heure actuelle, on peut dire que ce chiffre-là que M. Doucet a sorti n'est pas vérifiable. Okay. D'accord? En revanche, ce que nous pouvons dire, c'est que dans le projet dont je viens de vous parler, SSEQCU, les cibles qui étaient fixées, il était fixé de construire à peu près 2000 établissements entre 2021 et 2025. À l'heure actuelle, il n'en a été construit que 181. Okay. Sur les 2000 qui étaient prévus dans le cadre du projet. Il n'en a été construit que 181. Donc, on est très loin de la cible qui était prévue dans le cadre de ce projet-là. Et on ne peut pas dire qu'il y a 90%. Maintenant, ce qu'on peut... là, vous avez les chiffres qui sont diffusés par le gouvernement. Maintenant, nous avons aussi d'autres séries de chiffres. Parce qu'on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Mais nous avons aussi d'autres séries de chiffres. C'est-à-dire des chiffres qui proviennent de sondages. Ouais. D'accord? De sondages. Et le sondage vient de l'Institut Afrobaromètre. Afrobaromètre, c'est un institut de sondage africain, panafricain, qui fait des sondages, qui a des bureaux un peu partout dans tous les pays africains et qui fait des sondages. Qui va au contact de la population, leur pose des questions pour avoir des réponses concrètes. D'accord? Il prend un échantillon de population, pose des questions, fait les calculs et obtient donc des nombres, des chiffres qui sont représentatifs de toute la population. Le sondage, c'est quelque chose d'aléatoire, par principe. C'est quelque chose d'aléatoire, mais nous avons quand même il y a quand même un certain degré de précision. Hein. Il y a 5%, on va dire 5% d'erreurs sur tous les sondages. C'est ce qui est admis. 5% d'erreurs sur tous les sondages qui sont faits. Mais normalement, quand on prend un bon échantillon, quand on échantillonne bien dès le départ, on a des chiffres à peu près qui sont fiables. Donc, c'est ce que fait Afrobaromètre. Et moi, je pense que c'est beaucoup plus fiable que le chiffre que donne M. Doucet, puisque M. Doucet, on n'a pas les sources, on n'a pas les métadonnées, c'est-à-dire les résultats des collectes de ces informations, on ne les a pas. Ouais. En revanche, pour Afrobaromètre, vous pouvez avoir tous les métadonnées, c'est-à-dire toutes les questions qui ont été posées avec les résultats, vous avez tout. Et là, sur la figure qui est affichée, vous voyez que Afrobaromètre nous dit que en 2025, là, l'étude qui a été faite, là, le sondage qui a été fait date du 22 septembre 2025. Ça date du 22 septembre 2020. C'est-à-dire, la publication a été faite la semaine dernière.
en début de cette semaine, pardon. Ouais. Et on nous dit dans cette étude que 89% de la population interrogée n'a pas d'assurance maladie. C'est la suite. 89%, 89% des personnes interrogées n'ont pas d'assurance maladie. Ça, c'est les derniers sondages d'Afrobaromètre. C'est les derniers sondages d'Afrobaromètre. Et c'est sorti la semaine dernière. C'est sorti la semaine dernière. Oui, c'est un sondage de quoi, 2024, mais c'est sorti la semaine dernière, c'est ça? C'est 2025. Ça a été fait 2025, 22 septembre 2025. Donc, les chiffres sont de 2024-2025. 89% de la population interrogée dit ne pas avoir d'assurance maladie. Oui, je pense que c'est raisonnable parce que en réalité, lorsqu'on parle d'assurance maladie, c'est d'abord les fonctionnaires. Ça, exactement. C'est d'abord les fonctionnaires. C'est la première catégorie. En fait, c'est les fonctionnaires, c'est les cadres supérieurs, les cadres supérieurs, oui, les militaires, voilà. Le personnel des forces armées. Les forces armées. Quelques responsables de professions libérales. Mais exactement. La majorité de la population ne sait même pas ce que c'est que l'assurance. C'est les gens qui travaillent dans une ferme à Djarpanga, ou, je sais pas, ou à Saint-Cassé, ou je sais pas, au Pendjal. Ils ne savent pas ce qu'ils s'appelle l'assurance. Donc, ils n'ont pas ça. Voilà. Donc, la proportion de fonctionnaires au Togo est connue. La proportion de fonctionnaires au Togo est connue. On a 1% de la population togolaise qui est fonctionnaire. Voilà, 1% de la population qui est fonctionnaire. 1%. Quand on ajoute quelques personnes morales ou physiques de profession libérale, dont beaucoup sont dans l'informel d'ailleurs, beaucoup ne sont pas assurés. Après, bon, les histoires d'assurance pour les élèves, c'est aussi une pagaille organisée. Donc, on ne peut pas honnêtement dire que 3 millions de Togolais sont couverts par l'assurance maladie. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est vraiment pas la réalité. Puisque, quand justement, comme tu l'as dit, quand on ajoute toutes ces professions un peu supérieures qui ont les moyens de se payer une assurance, on arrive, selon les informations d'Afrobaromètre, à peu près 5% de la population. La grande majorité de la population, c'est-à-dire n'a pas d'assurance maladie. C'est-à-dire les agriculteurs, parce que on sait que plus de 68% de la population est employée dans le domaine de l'agriculture. Exactement. Voilà, et plus de 20 à 30% sont employés dans tout ce qui est manœuvre. Et voilà, donc la plupart de ces personnes-là n'ont pas d'assurance maladie. En plus, on a une économie qui a presque 75% informelle. Et nous savons que dans l'informel, les gens ne sont pas assurés. Donc voilà. Et donc, moi, je pense que le gouvernement togolais, il confond les projets aux résultats. Exactement. Il confond les cibles, à la réalité. Voilà. Ils confondent les cibles à la réalité. C'est pas parce que vous avez lancé un projet pour construire 2000 structures de santé plus proches des populations, mais que les 2000 ne sont pas encore construits, que à peine 100 ont été construits, que vous venez de dire que voilà, 89% de la population a un accès géographique aux soins de santé. C'est pas parce que vous avez décidé de mettre en place l'assurance maladie, qui peine même à être véritablement effective sur le terrain, ou assurance scolaire dont les enfants ont toutes les difficultés, que vous venez dire devant les Nations Unies que tous les enfants sont scolarisés, sont assurés, ou je ne sais pas, tous les fonctionnaires sont assurés. Je pense qu'il y a une confusion entre les projets et les cibles, les projets et les résultats. Donc, voilà ce que moi, je voulais dire. Donc, exactement. Et je voudrais finir par cela, parce que je pense que j'ai omis de le dire. Dans les sondages Afrobaromètre, les personnes interrogées qui ont dit avoir ressenti, avoir éprouvé des problèmes pour accéder aux soins au cours des 12 derniers mois, montent à plus de 78%. Donc, il y a plus de 78% de personnes qui disent ne pas avoir pu avoir des soins de santé quand ils le pouvaient ou quand ils le voulaient. Voilà. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas donc d'établissement de santé digne de ce nom à proximité, ou alors quand ils y allaient, ils n'avaient pas des moyens pour pouvoir se soigner. Donc, les chiffres de 90% d'accès géographique aux soins
sont totalement non fondées, ne sont pas fondées. Ouais. Voilà. Alors, on sait aussi qu'au Togo, il y a beaucoup de routes qu'on a goudronnées sur le papier, mais dans la réalité, ces routes n'ont jamais été goudronnées. Donc, voilà une précision que je voulais faire. On continue sur les autres points rapidement. Donc, on continue. Maintenant, on arrive à l'accès à l'eau potable. Donc, ouais. L'accès à l'eau potable, monsieur Robert Doucet s'est hasardé à dire qu'il y avait un accès à l'eau potable, un taux d'accès à l'eau potable de 86% en 2024. Ah ouais. Là également, les informations que nous avons pu compiler, notamment une information de la Banque de France, c'est-à-dire que c'est une monographie de la Banque de France qui fait régulièrement cette compilation d'informations économiques et macroéconomiques sur les pays qui souvent viennent faire des prêts à la Banque de France. Et donc, sur ce document, nous voyons bien, je pense que la technique peut peut-être nous le dire, au lieu de 86% d'accès à l'eau potable, ce n'est pas ce que nous avons. Ouais. Nous avons à peine 50% d'accès à l'eau potable. Et même ces 50%, je pense que, sans être vraiment méchant, c'est un peu exagéré parce que vous prenez la ville de Lomé, je prends la ville de Lomé. Il faut qu'on soit conséquent. Nous prenons la ville de Lomé. Vous savez que la ville de Lomé, dans tous les quartiers de Lomé, les gens ont des difficultés à avoir accès à l'eau potable. Exactement. Plusieurs châteaux que vous voyez là ne fonctionnent pas. C'est maintenant qu'avec l'appui de la Banque mondiale, on cherche à rénover ces châteaux-là. Par exemple, le château du campus ne fonctionne pas. C'est actuellement, avec l'appui de la Banque mondiale, on est en train de travailler à rénover le château du campus pour projeter de l'eau vers la cité de la Caisse. Vous savez que la Caisse de sécurité sociale, non, la résidence de la Caisse, s'il vous plaît, la résidence de la Caisse, vous savez qu'il y a de l'eau qui manque à la résidence de la Caisse, c'est-à-dire là où Fort habite. Et vous savez que certaines maisons à la résidence de la Caisse ont été obligées de faire de forage. Je me demande si Fort même n'a pas un forage dans sa résidence au niveau de la Caisse là-bas. S'il n'y a pas un forage à Lomé 2. Donc, le château de campus qu'on veut réhabiliter, c'est pour permettre à la résidence de la Caisse et aux quartiers qui sont encore un peu plus bas, comme au Kégué, tout ça, d'avoir de l'eau. Vous prenez, on veut mettre un château vers Apesito pour alimenter Apesito ou Convier pour alimenter tous les quartiers qui sont en contrebas. Ça, c'est toujours un projet de la Banque mondiale. Vous avez le château qui est à Tokwe Séminaire, en allant vers Bonsimé, qui est aussi ESSEC, qui ne travaille pas. La Banque mondiale veut la réhabiliter. Vous avez Théviers, qui est une ville qui souffre de l'eau depuis des dizaines d'années. Et quand vous arrivez dans la ville de Théviers, ce qui vous montre que la ville est en difficulté en matière de l'eau, c'est les bidons jaunes. Tout le monde transporte les bidons jaunes pour aller chercher de l'eau à Théviers. Théviers, nous sommes à 25 km de Lomé. Vous allez à Haoteux, il n'y a pas de l'eau. Tout le monde fait les bidons sur des charrettes à la recherche de l'eau. Vous allez à Convier, il n'y a pas de l'eau. Vous allez jusqu'à Saint-Cancé, d'Apaon, les gens vont boire à la rivière. Les quartiers périphériques de Lomé, à Pesito, Sanguera, tout ça, il n'y a pas d'eau. Donc, quand on vient dire que les Togolais ont 89% d'accessibilité, on ne sait pas combien ils ont dit, c'est quand même assez osé comme chiffre. 86% d'accès à l'eau potable. Tout le problème que nous rencontrons du sud jusqu'au nord dans notre pays, c'est le problème d'accessibilité à l'eau. Tous les quartiers de la vieille ville de Lomé, je parle de Nyekonakwe, Kodjoviakopé, les quartiers du Grand Marché, Bakida, tout ça, les gens sont au puits. Les gens utilisent l'eau du puits. Et vous savez, comme ces quartiers ne sont pas loin de la plage, c'est de l'eau souvent qui est salée et contaminée. Et j'ai fait une émission, j'ai dit aux gens que ce problème d'eau qui n'est pas propre, que les gens utilisent, crée même des problèmes dans les foyers. Parce que l'eau du puits que les gens utilisent dans les quartiers de Nyekonakwe et tous les quartiers qui sont en contrebas de la lagune, qui vont vers la plage, jusqu'à Kagome et tout ça, ceux qui utilisent l'eau de puits dans ces quartiers-là, surtout les femmes qui utilisent l'eau de puits pour faire leurs toilettes, sont tous, la plupart, infectées. Ce sont les femmes qui sont infectées, des causes d'infection. Et ça, c'est un spécialiste, ingénieur en matière d'eau qui m'a dit ça, que toutes ces femmes-là sont infectées.
et leurs maris pensent que les femmes sont infidèles, alors que c'est l'eau de pluie qu'elles utilisent qui cause ces infections à ces femmes-là. Donc, ce sont des données que le gouvernement cache aux gens. Moi, c'est des ingénieurs dans ce genre de domaine qui m'ont donné les éléments. Que toutes ces femmes-là sont infectées et ça crée des déchirures dans les foyers parce que les maris pensent que ce sont des femmes qui découchent. Parce qu'elles vont prendre l'eau de pluie qui est contaminée par tous les reflux de la lagune, les reflux de la mer, l'eau qui est totalement sale pour faire leur toilette intime. Donc, elles ont de l'infection, ce que les gens appellent généralement manière. Et donc, c'est des femmes qui ont des problèmes. Donc, c'est un phénomène social très grave. Donc, vous ne pouvez pas dire que les Togolais ont 86% d'accessibilité à l'eau quand vous avez tous les quartiers entiers de la ville de Lomé, des cantons qui sont alignés, qui n'ont pas accès à l'eau potable. C'est pour ça que je dis, les gens confondent les projets qu'ils ont sur le papier à la réalité sur le terrain. La réalité sur le terrain, c'est que tous les Togolais n'ont pas accès à l'eau. Même la résidence de la caisse, la cité là où les barons sont, il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. C'est maintenant qu'on veut leur créer un système pour leur envoyer de l'eau. Donc, on ne peut pas... Vous allez dans la caisse, la résidence de la caisse, vous allez voir que beaucoup de villas là-bas, les gens ont fait des forages. Ça veut dire que l'eau de robinet ne vient pas. Beaucoup de gens ont fait des forages à la résidence de la caisse. Ça veut dire que l'eau du robinet ne vient pas. Tous les quartiers de Bepota, tout ça, il n'y a pas d'eau. Les quartiers de Toko Solidarité, il n'y a pas de l'eau. Maintenant, quand on va à l'intérieur du pays, on a monté des vidéos ici où les gens, les populations de Azan ou à Pédokoué vont chercher de l'eau à la rivière, à la même source que les animaux. On va dans les villages de la Kémou, on va dans les villages de Sekassé. Voilà les vidéos. Ok, qu'est-ce que vous faites ici, ça? Voilà une vidéo au nord du Togo. Un trou ici pour chercher de l'eau. L'eau pour faire quoi? De Péngal. Pour boire. Donc c'est ce type d'eau que vous buvez? Oui, c'est ça. Ah bon? Ok, bon, pourquoi? Bon, il n'y a pas de l'eau, bien comment? Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas l'argent. Manque d'argent. Manque de l'eau encore. D'accord. Ok. Votre milieu, comment on l'appelle? Hein? Comment on l'appelle votre milieu? Nord-Var, Tungol. C'est dans quel canton? Canton de Bogo. Dans quelle préfecture? Préfecture de Tangouare. Et la région? Région d'Assavan. Ok. Merci. Voilà. Voilà. Et dans tout le pays, c'est comme ça. Dans tout le pays, c'est comme ça. Il n'y a pas d'eau pour les populations. Alors, donc, quand on vient nous dire, ouais, que même l'argent que la Banque mondiale donne, parfois l'AFD, pour réhabiliter les châteaux, les gens détournent ça. Le ministère de l'eau au Togo, c'est une mafia pas possible, où les gens se règlent les comptes, pas avec des armes, mais aux méthodes les plus fortes. Le ministère de l'eau au Togo, c'est un ministère qui brasse énormément d'argent. Parce que quand vous allez dans les pays, même jusqu'au Japon, demander de l'argent pour mettre des forages, les partenaires donnent de l'argent parce que c'est de l'eau. Mais quand ils prennent cet argent, mais ils détournent une grande partie et ils vont faire des forages dans certains villages qui ne tiennent même pas 1 an, 2 ans. Les machines tombent en panne et les populations se retrouvent sans eau. Donc, on ne peut pas aller prendre des données sur les papiers et venir les opposer à la réalité du terrain. Donc, ce chiffre de 86, combien de pourcents d'accessibilité à l'eau, c'est un chiffre qui ne colle pas. 86%, oui. 86, c'est un chiffre qui ne reflète pas du tout la réalité. Voilà, parce que même à Lomé, il n'y a pas de l'eau dans les quartiers de Lomé. Vous vous rappelez que le chef canton de Pia, il y a 4 ans, a dit qu'il n'y avait pas de l'eau à Pia, chez Fonyasimbe. Et le préfet de la COSA à l'époque, le colonel Bakali, a rencheri en disant qu'à faire de l'eau à Kara, seul Dieu peut descendre. Ce sont des vidéos que vous pouvez retrouver. Après, le chef là a été menacé. Le chef de Pia a dit il n'y a pas de l'eau à Kara. Et à Pia plutôt. Le chef canton et le préfet de la COSA à l'époque a dit à faire de l'eau à Kara, c'est Dieu seul qui peut descendre. Donc, d'où vient qu'on vient sortir les chiffres comme ça? Je pense que ce ne sont pas des chiffres assez exacts. Donc, non, voilà. non. Et d'ailleurs, il y a 2 ans de cela, je pense qu'il y avait un projet qui a été financé à Kara, notamment pour l'adduction, pour l'accès à l'eau potable. Et on avait vu à l'époque la ministre de l'eau, à l'époque, je pense qu'elle est toujours ministre peut-être, Madame Mila Aziablé, qui était partie donc aux Émirats Arabes Unis pour faire un prêt pour
financer un projet d'adduction d'eau à Kara. Donc voilà, les chiffres en tout cas d'accès à l'eau potable ne sont pas fiables, tels que M. Robert Doucet nous l'a exposé. Ensuite, pour l'électricité, c'est exactement la même chose. Ouais. Il nous a dit qu'il y avait 74% d'accès à l'électricité au Togo. Ce n'est pas exact, puisque les documents officiels nous disent qu'il y a 55% à peu près d'accès à l'électricité au Togo. 55%. Donc, il a surenchéri de 20% le taux d'électricité, le taux d'électrification au Togo. Ce n'est pas bien et je trouve que ce n'est pas honnête. Il y a plusieurs quartiers dans la périphérie de la ville de Lomé qui n'ont pas d'électricité ou qui sont aux araignées. Voilà. Vous avez les Anguera, les Conviers, les Michitomé, les Apesito, les Djagblé, les Adetikopé et Aveta, tous ces quartiers-là, l'électricité, voilà, les gens me disent dans les commentaires, là, tout ça, mais les gens peinent à avoir de l'électricité. Donc, on a certes mis quelques poteaux, mais on ne vient pas drainer les câbles. Les gens n'ont pas d'électricité. Les gens sont aussi aux araignées, ce qu'on appelle les gens tirent les câbles. Les branchements anarchiques. Les branchements anarchiques. Et je ne sais pas si c'est l'Union européenne ou bien la France qui vient donner de l'argent pour éliminer les branchements anarchiques. Donc, quand vous avez autour de vous une capitale dans laquelle il n'y a pas d'électricité, les villes de l'intérieur, il y a les gens qui sont nés au village, qui sont morts dans les villages, ils n'ont pas d'électricité, alors que nous avons qu'un tout petit pays. Il y a plusieurs villages au Togo où les gens sont nés, ils ont grandi, ils sont morts, ils n'ont jamais vu le courant. S'ils ont vu le courant, c'est en ville. Alors que nous avons un tout petit pays, un bout de pays. Il y a des gens qui sont nés au village, qui ont grandi au village, qui sont morts au village, qui n'ont jamais vu l'électricité. Alors que nous avons juste un bout de pays. Donc, le maillage même du pays, en termes de déploiement du dispositif d'électricité, ne devait pas poser de problème parce que notre pays n'est pas grand. Notre pays n'est pas grand. Le Togo, ce n'est pas le Nigeria. Le Togo, ce n'est pas le Ghana. Le Togo, ce n'est pas le Mali, ce n'est pas le Niger. Ces pays-là sont des pays très vastes. Nous avons un bout de pays et 65 ans après les indépendances, nous ne sommes pas capables d'amener l'électricité, même dans les quartiers qui sont aux alentours de la capitale. Et nous disons que nous avons une accessibilité électrique de 74%. Ce n'est pas normal. Bon, ce n'est pas normal. Nous voulons décortiquer tout ça, chiffre contre chiffre. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, on continue, mon cher Ditri. Alors, nous passons maintenant au taux de pauvreté. Alors, voilà. Il a affirmé que le taux de pauvreté était de 24,8% en 2025. C'est par rapport à quelle couche de la société où il a dit que le taux de pauvreté est autour de 24%. Ça veut dire que 65% des Togolais 75, ça veut dire 75%. Ouais. Selon lui, 75% des Togolais vivent correctement. Vivent correctement. Ok, donne-nous le vrai chiffre. Voilà, alors, le vrai chiffre, selon la Banque mondiale, c'est les 45% de la population qui sont en dessous du seuil de pauvreté. 45%. 45%. Sachant que la population... Il y a des disparités. Il y a des disparités au cours de tout le territoire. Voilà. Dans le secteur rural, dans tout ce qui est rural, ouais. Dans l'intérieur du pays, ouais. On atteint 58%. On va dire 58,8%. Donc ouais. Presque 60%. Du taux de pauvreté. Du taux de pauvreté, c'est-à-dire des personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ce chiffre même est trop minimisé. Voilà. Même ça, on peut toujours augmenter. Et en fait, quand on évalue, on se rend compte qu'en fait, il a pris tout simplement la statistique des villes ou la statistique de Lomé. Effectivement, à Lomé, ou bien dans le secteur urbain, le taux de pauvreté est estimé à 26%. D'accord? C'est-à-dire qu'on estime que 26% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté dans les villes, en milieu urbain. Même ça, c'est pas vrai. Même ça, c'est voilà. Même ça, c'est sous-estimé. Oui, c'est sous-estimé. Mais ça, par contre, c'est la Banque mondiale, mais c'est sous-estimé encore. Oui, et c'est vrai. Même si c'est la Banque mondiale, c'est sous-estimé. Dans les villes au Togo, moi, Ferdinand, je suis convaincu
que le taux de pauvreté dans les villes va être autour de 40, voire même 50%. Parce Bien que plus. vous allez dans les villes, vous prenez seulement la ville de Lomé, vous voyez toutes les bidonvilles qui sont à Lomé là. Exactement. Les Exactement. bidonvilles, c'est par rapport à quels critères ils définissent le taux de pauvreté. Est-ce que toutes les rues de Lomé sont goudronnées? Est-ce que toutes les villes de Lomé et les rues de Lomé sont électrifiées? Est-ce que toutes les rues de Lomé sont équipées? Parce que la pauvreté, c'est aussi ça. Si vous n'avez pas de route, vous n'avez pas de rue goudronnée, vous n'avez pas d'école moderne, vous n'avez rien. Comment vous arrivez à vivre? Comment vous arrivez à manger? Dans quel environnement vous vivez? Quel est le cadre de vie? Peut-être que ce taux de pauvreté de 26% dans les villes, c'est à la cité OUA et à la caisse, à la résidence de la caisse. Mais si vous sortez de ces deux endroits-là, vous rentrez dans la ville de Lomé, vous allez dans les gogolottes de Agoué, Fidoupoui, Zongo, Ebe, et Katanga, tout ça, vous arrivez à Goué, Sobo-Sito, Leba-Sito, Apé-Sito, dans tous ces quartiers pourris là, où les gens roulent même sur, je sais pas, roulent dans la boue pour rentrer quand il pleut, les aussi, tout ça, c'est la misère crasse. C'est la misère crasse. Et les filles se prostituent partout. Donc, si ils veulent nous dire que le taux de pauvreté urbain est de 26%, c'est à la caisse et à la cité OUA. Mais en ville, là, hors de ces deux endroits-là, la misère est partout. La misère est partout. Les Badago, les Dogbeavou, tous les quartiers pourris de Lomé, là, la pauvreté porte un visage humain. Et les rares endroits à Lomé où les gens sont un peu souriants, les rares endroits à Lomé où les gens sont un peu souriants, c'est à la caisse et à la cité OUA. Dans tous les autres quartiers, les gens ont les visages fermés. C'est pour ça que quand vous circulez à Lomé, quand vous avez un problème avec un étudiant, ils commencent par vous insulter. Si c'est une femme, il va l'insulter son côté intime, tout ça, que c'est des bolos, tout ça. Vous ne voyez pas que même à Lomé, en pleine circulation, il y a une tension permanente parce que les gens sont sur les nerfs, les gens souffrent. Exactement. Les gens souffrent. Donc, même ce chiffre de la Banque mondiale, je pense qu'il est sous-estimé. Bon, voilà ce que moi je dis. Mais en tout cas, ce qu'il nous donne comme chiffre est erroné. Ce n'est pas vrai. Le taux de pauvreté, à la limite, le taux d'extrême pauvreté au Togo, c'est 24%, 24,5% à peu près. C'est-à-dire que c'est les gens qui n'arrivent pas à vivre avec $1 par jour. C'est-à-dire le taux d'extrême pauvreté, c'est les personnes qui n'ont pas même 20 000 par mois pour vivre. Voilà. Et là, le taux d'extrême pauvreté, c'est autour de 24%. Et mais quand vous allez dans les régions, vous allez dans les régions comme la région des Savanes, le taux de pauvreté là-bas est jusqu'au autour de 70%. Exactement. Parce que même l'agriculture, les gens n'arrivent pas à s'en sortir. Vous arrivez dans la région de la Cara, puisque le taux de pauvreté est crescendo. Quand tu montes du sud vers le nord, c'est comme ça que le pourcentage aussi augmente. Lomé, Plateau, Central, Cara et puis Dapaon. C'est comme ça que le taux de pauvreté monte au Togo. Donc, de Lomé, si on est à 30% de pauvreté, lorsque tu arrives à Dapaon, on est presque à 70%. C'est pour ça qu'en réalité, à l'intérieur du pays, dès que les gens ont l'opportunité de rentrer dans la capitale, tout le monde part pour rentrer dans la capitale. Et à force de voir tout le monde dans la capitale ne pouvant pas supporter le flux d'individus qui arrivent parce qu'il n'y a pas de boulot à l'intérieur, Lomé est invivable parce que tous les quartiers précaires se sont développés dans toute la périphérie de Lomé où vous avez la pauvreté à visage humain. Allez jusqu'à Gwezongo. Vous allez voir la pauvreté dans tous ces quartiers qui entourent Adjouba, Zongo, Adetikope, Davie, tout ça. Vous allez voir les quartiers. La pauvreté à Lomé a un visage humain. C'est ça la triste réalité. Effectivement. Et je pense que il n'y a pas. Ce qui est dommage, c'est que on n'a pas de vraies études au Togo qui sont faites par des instituts indépendants au Togo pour évaluer réellement ces pauvretés-là et suivant les couches différentes de la population. Malheureusement, c'est l'État qui sort avec des chiffres farfelus pour flouer un peu les institutions internationales. Et là, je pense que c'est vraiment le cas. Le chiffre que la Banque mondiale a, puisque la Banque mondiale, elle fait souvent des études au Togo, c'est 2 fois supérieur à ce que monsieur
Robert Doucet nous a dit la dernière fois, donc à la tribune des Nations Unies. Donc, il faut multiplier quasiment par 2 les chiffres de Monsieur Robert Doucet pour avoir les vrais chiffres de la pauvreté au Togo. Peut-être même par 3. C'est vrai, si, comme l'a dit tout à l'heure le grand frère Ferdinand, il faut même peut-être multiplier par 3 parce que il y a certaines réalités que certaines personnes ne voient pas, voilà, dans ce pays-là et qui négligent sciemment. Donc, sincèrement, moi, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Mais sur ce point-là, il n'a pas raison. Le taux de pauvreté au Togo est bien supérieur aux 24% dont il a parlé. On avance. Donc, on avance et on arrive maintenant aux infrastructures rurales, c'est-à-dire les pistes rurales. Donc, monsieur Robert Doucet nous a parlé de 4 472 km de pistes rurales construites ou bien mises en place en 2024. Avant d'arriver aux pistes rurales techniques, projetez-moi les images des dépotoirs à Koré-Sewa Boka. À Koré-Sewa Boka. Parce que le cadre de vie est un indicateur aussi de la pauvreté, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Alors, le cadre de vie, quand vous dites que les gens sont plus ou moins à l'aise dans un pays, ça veut dire que tout leur environnement est assaini, est vivable. Il y a de belles maisons, il y a des rues, il y a des routes, il y a tout. Il y a l'accès aux services de base, services de soins, éducation, voilà, éducation. Voilà. Parce que la pauvreté, ce n'est pas seulement manger 3 repas par jour, c'est d'avoir un cadre de vie confortable. Voilà Boka, à Koré-Sewa. Et toute la ville de Lomé est remplie de dépotoirs comme ça. Comment vous pouvez estimer que la pauvreté urbaine est de 26% quand vous avez des tas de dépotoirs comme ça? Vous allez à Nikorakoué, vous avez des tas de dépotoirs. Bonsime, des tas de dépotoirs. À Goué, des tas de dépotoirs. Et à Détikopé, vous avez des dépotoirs comme ça. Où vous avez des enfants ou des femmes, ils vont là-bas pour ramasser les clous rouillés, les objets de la ferraille pour aller vendre. Aux recycleurs de produits de ferraille. Donc, nous sommes au cœur de la ville de Lomé, la capitale. Nous sommes ici à Boka, à Koré-Sewa. Cette photo date d'hier, ou bien même de ce matin, je ne sais même plus, d'hier. C'est une photo d'hier. Je vous ai déjà passé sur notre capsule la photo de Bonsime, là où ils ont mis leur abattoir informel, où ils tuent les animaux pour vendre. Le dépotoir est comme une montagne. Vous arrivez à Nikonakoué, il y a des dépotoirs là-bas. Vous arrivez vers Wonyome, il y a des dépotoirs là-bas. Partout, dans toute la ville de Lomé, les immondices, les dépotoirs se font partout. Alors, comment est-ce qu'on peut estimer que quand vous avez une vie, les maisons qui sont entourées d'ordures comme ça, les gens vivent dans la proximité, dans l'insalubrité, avec toutes les maladies, on va venir nous parler. Tous les risques sanitaires. Oui, les risques sanitaires, on va venir nous parler des risques de pauvreté. C'est ça Lomé. C'est ça. Et vous voyez que c'est la lagune qui est à côté. Vous voyez comment la lagune est bouchée. Donc, ça, c'est Lomé, ça. Au cœur de la ville de Lomé. À Koré-Sewa, on n'est pas loin du port. C'est écœurant. La zone portuaire qui fabrique des milliards. Donc, vous arrivez même dans les quartiers comme à Damavo, vous avez des tas d'ordures. Bekota, des tas d'ordures. Partout, il y a les ordures dans la ville de Lomé. Et ça n'intéresse personne. Donc, la pauvreté, c'est aussi le cadre de vie. C'est l'accès aux services sociaux. C'est l'accès aux écoles. C'est les routes, les rues qui sont aménagées. C'est l'assainissement. Ce n'est pas seulement manger 3 fois par jour. Et je ne pense pas qu'il y a aujourd'hui un Togolais à Lomé qui mange 3 fois par jour. Même 2 fois, c'est compliqué. Et quand les gens mangent, il faut voir qu'est-ce qu'ils mangent vraiment au Togo. Les gens vont prendre 300 francs pour aller manger du VI ou aller prendre 3 boules de con. Ça, ce n'est pas des repas qui reflètent une certaine aisance financière. Exactement. D'ailleurs, si je peux me permettre, la sécurité alimentaire qui mesure vraiment ce côté dont tu viens de parler, donc l'accès à l'alimentation correcte et de choix et tout, l'insécurité alimentaire touche près de 60% de la population. Quelle est la ratio?
Quelle est la ration des Togolais aujourd'hui? Voilà. Combien de Togolais prennent le petit déjeuner, ils mangent à midi et ils mangent le soir? Ils sont combien? Ils sont combien au Togo qui prennent un petit déjeuner, qui prennent, qui mangent, qui prennent un déjeuner, un déjeuner. Ils sont combien de Togolais? Dans les commentaires, Miamene Nedounanou matin, Adounou midi, Adounou au Tromeo. Nous sommes combien au Togo à faire ça? Les gens sont obligés de faire du jeûne pour permettre à leurs enfants de manger. Les gens sont obligés de serrer la ceinture pour permettre à leurs enfants de manger. C'est ça la réalité dans notre pays. C'est pour ça qu'il y a des tensions quand vous voyez les gens sont tout le temps tendus. Parce que nous, on est ici, les gens nous demandent de l'argent. Quand j'étais à Lomé, je finissais les émissions à la radio. À chaque fois que je sors de la radio, soit chez Eric Gator, soit, je ne sais pas, dans une autre radio, vous avez toujours quelqu'un qui attend. Une femme qui est là avec une ordonnance, un monsieur qui est là avec une ordonnance, avec des problèmes. Il dit à monsieur le journaliste, il faut nous aider. J'ai une ordonnance de 5 000 francs, je n'ai pas d'argent. Et c'est comme ça que les gens viennent nous attendre à la sortie quand nous allons à la radio. Et si on a de l'argent, on leur donne. Tous les Togolais sont devenus des mendiants. Même aujourd'hui, les fonctionnaires même sont devenus mendiants. C'est pour ça que la corruption est partout. Les fonctionnaires au Togo, du fait de leur salaire dérisoire, ils sont devenus des mendiants. Ils sont devenus des mendiants. C'est pour ça que la corruption a gangréné toutes les sphères de la société. Parce que les salaires ne permettent pas aux gens de tenir jusqu'à la fin du mois. Quand tu finis de payer ton loyer, de régler des problèmes, les déplacements, tout ça, tu n'as même plus d'économie. Donc, comment est-ce qu'on peut dire que la pauvreté urbaine est de 26% quand le salaire que le fonctionnaire gagne n'arrive pas à couvrir ses besoins du 1er au 31 du mois? Il est obligé de faire des prêts ou aller demander de l'argent aux gens. Si les policiers, il va sur la route pour raqueter. Si les militaires, il va raqueter. Si les gendarmes, il va raqueter. Si les DSR, il va raqueter. S'il est aux impôts, il va trouver le complément ailleurs. S'il est à la douane, il va trouver le complément ailleurs. S'il est dans l'administration, chaque fois que tu viens légaliser un document, il te dit de déposer 200, 300. C'est ça la réalité que nous vivons au Togo. C'est ça la réalité. Voilà, effectivement, la réalité est tout autre par rapport à ce que M. Robert Doucet dit. Le Togo ne va pas bien du tout, et surtout sur le plan de la pauvreté, nous manquons de beaucoup de choses, du nécessaire pour pouvoir vivre dignement. Ça, c'est vrai. On peut avancer. Si tu le... On a encore combien de sujets? Parce qu'il y en a un gros dernier sujet que je dois aborder. Ok. On a encore combien de sujets à survoler? Combien de points? Alors, encore un dernier point, donc c'est concernant donc les infrastructures rurales, les pistes rurales en 2024. Oui, il parle de 4000 quoi? Voilà, 4472 km de pistes rurales construites en 2024 et 480 de bitumées. Ouais, on s'arrête là. Moi, ce qui m'embête sur cet aspect, d'abord, je n'ai pas compris pourquoi le ministre des Affaires étrangères va faire le bilan de fort à l'Assemblée générale des Nations unies. Le bilan de fort, c'est à Lomé qu'il faut le faire. C'est au Togolais à Lomé qu'il faut le faire. C'est à Lomé qu'il faut convoquer la presse pour communiquer tous les données du bilan de fort. Et que fort s'ouvre aux questions qu'on lui pose. Vous avez dit que vous avez fait telle route, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Est-ce que réellement il y a une route? Est-ce que la route est de qualité? Est-ce qu'il y a un hôpital de qualité? Est-ce qu'il y a ci, il y a ça? C'est à Lomé qu'il faut faire le bilan de fort. Ce n'est pas à la tribune des Nations Unies qu'il faut faire le bilan de fort. Ça, c'est un. Maintenant, ce qui me choque dans cette histoire des pistes rurales, soyons sérieux. Dans quel pays au monde quelqu'un se lève pour aller à la tribune des Nations Unies pour dire qu'on a fait des pistes rurales? Dites-lui, on t'a collé fou en matière de capille à la tracé moi. Pardon, je ne veux pas rire. Que Yovo Vaniagbo, que Djamao Vaniagbo en 1884. Que Djamao Vaniagbo en 1884. Piste rurale, il y a tracé qui tu malo. Bien sûr, bien sûr. Il y a tracé quelque chose du nord alors, il y a tracé le complot, mais quelque chose. Bien sûr. Comment se fait-il qu'en 2025, on va brandir les pistes rurales aux Nations Unies comme une prouesse gouvernementale? Piste rurale. Si toi-même tu as une machine, un gradaire, tu peux tracer une piste rurale. Excusez-moi. Bien sûr. Un chemin. Un chemin. Mais vous n'allez pas aux Nations Unies pour parler d'autoroute, pour parler d'échangeurs, pour parler de routes, de normes internationales. Vous allez parler des pistes rurales.
que le blanc est venu tracer il y a 100 ans. Attends, soyons sérieux. Vous mettez les pistes rurales dans un bilan. Même en disant ça au Togo, vous devez dire ça doucement, vous n'allez pas parler fort. Yes. Parce que ce que les voisins font, c'est énorme. Si vous voulez même parler des pistes rurales à Lomé, là, comme bilan, là, vous allez parler doucement. Ah, c'est ce que vous allez dire. Maintenant, vous allez aux Nations Unies dire que vous avez fait 4000 km de pistes rurales. C'est un bilan. Pistes rurales. C'est vrai que quelqu'un va dire quelque part que ça, c'est mieux que rien. Comme on a l'habitude de parler chez nous là. Côté vous venez des conneries comme ça. Quand on a les moyens de faire des routes, on ne fait pas des pistes rurales. Et le Togo a des moyens de faire des routes. Parce que c'est un tout petit pays. Et nous prenons énormément beaucoup d'argent chez les partenaires. Donc, on ne peut pas valablement aller aux Nations Unies parler de pistes rurales. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Je ne sais pas qui a rédigé le discours du ministre, mais je pense que, non serait-ce que ça, il devait enlever ça du discours et parler juste des routes. Mais les pistes rurales, là, parce que les autres pays vont se moquer de nous. À mon avis, on les donne moi à deux les dromés. Il y a les blanchons, il y a les blancs, pistes rurales, les Nations Unies. Et je voudrais ajouter, et là peut-être que ça va encore te faire dépasser, c'est que nous avons analysé dans un rapport de la Cour des comptes qui date de 2022, d'accord, que les pistes rurales qui ont été construites, qui ont été commandées, normalement qui devaient être commandées, construites en 2022, la plupart n'ont pas été construites. La plupart ont été juste galvaudées comme ça, vite fait, on a répandu juste du latérite sur ces chemins-là et qu'il n'y a pas vraiment de vraies pistes rurales. C'est-à-dire qu'il y a certaines pistes, c'est juste de l'argile, c'est juste des cailloux qui ont été répandus comme ça et qu'il n'y a vraiment pas de vraie construction de pistes rurales. Et pour compléter, nous avons aussi le document Budget citoyen 2025 qui nous apprend que c'est au lieu de 4000 km, c'est plutôt 900 km qui ont été construites. Mais voilà. Quand il parle de 4000 km, je me pose la question, c'est où ils ont construit 4000 km de route goudronne et 4000 km de pistes rurales, c'est ça, non? C'est incroyable. C'est quand même... Oui. C'est-à-dire que c'est des données que nous n'arrivons pas à vérifier. Là, je vous parle d'un document officiel que eux-mêmes publient et dans lequel ils font régulièrement le point sur les réalisations qu'ils ont fait dans les années précédentes. Ouais. Donc là, dans le budget citoyen 2025, vous avez toutes les réalisations concrètes qui ont été faites avec le budget en 2024. Et dans ce document-là, on nous parle de 900 km de pistes rurales construites en 2024. Et M. Doucet nous parle de 4000 km de pistes rurales. Donc, bref, enfin, il y a vraiment quelque part quelque chose de vraiment inadmissible, aberrant dans tout ce qui a été dit par M. Doucet voilà, donc, à la tribune de l'ONU. Et moi, je reste persuadé que c'est un discours qui était adressé à la base aux partenaires techniques et financiers qui sont actuellement au Togo en train de mener des audits tous azimuts pour vérifier et sonder donc la performance des finances publiques, l'utilisation, la gestion des finances publiques du Togo par le gouvernement de Faure Gnassingbé. Voilà. On va aborder rapidement un dernier sujet avant de passer à mon dernier sujet, notamment à Afang Bédi. Pour ceux qui sont encore en ligne, je vais parler d'Afang Bédi, donc ne partez pas. Comme il est devenu l'expert des mandats d'arrêt internationaux, on va décortiquer un peu Afang Bédi. Alors, il y a le projet du marché de Mwepé. Alors, voilà. Le marché de Mwepé a été lancé en 2022 par un projet qui est supervisé par la présidence. Écoutez-moi très bien. La présidence de la République togolaise, sous l'autorité de Faure Gnassingbé, a un fonds qu'on appelle PAPV. Et ce fonds a pour nom Programme d'appui aux populations vulnérables. C'est un fonds qui est logé à la présidence de la République. Je vous dis, à la présidence de la République. Et ce fonds est géré par un certain Ali Tagba ou quelque chose que j'avais déjà dénoncé dans les magouilles avec ses enfants. Et donc, ce fonds permet de construire
quelques infrastructures. En fait, c'est une ligne de corruption qu'ils ont créée à la présidence qui a exécuté sans aucun contrôle. Les gens détournent l'argent et ils ont construit des infrastructures qui sont abandonnées dans la brousse un peu partout. Et ils se sont partagés l'argent. C'est eux-mêmes leurs entreprises cachées qui font ces infrastructures. Et on vient ici au marché de Mouepé. Mouepé, c'est Lomé. Donc, on va visiter ensemble le marché de Mouepé qui a été construit et boudé par les populations depuis. Regardez ensemble. On avait déjà montré les images, mais là, on est allé faire les vidéos hier. Vous allez voir le marché de Mouepé. Mouepé, c'est Lomé. Allez, les techniques. Ça, c'est les magasins, les bâtiments de ce marché de Mouepé. Les bâtiments de stockage du marché de Mouepé. Ça, c'est les hangars. C'est dans la brousse. Nous sommes à Lomé. Hein. Mouepé, c'est Lomé maintenant. C'est la banlieue. Vous voyez les bâtiments. Vous voyez ces hangars qui sont dans la brousse depuis 2022. Nous sommes à Lomé. Hein. Lomé. Nous sommes à Lomé, à Mouepé. Voilà le marché, le nouveau marché de Mouepé depuis 2022 qui est dans la brousse et avec les magasins de stockage. Et le lieu n'est pas assaini, il n'y a pas d'infrastructure de desserte. On est parti dans la brousse, on a construit le marché. Ça, c'est chez Adjourouvi. Voilà, on a construit le marché et on a abandonné le marché dans la brousse. Sans aucune étude préalable. On n'a pas associé les communautés villageoises, on n'a pas associé les bénéficiaires. On est parti, on a délimité un territoire et puis on a érigé des hangars et quelques bâtiments qu'on appelle marchés. Et ce projet, je vous dis, est piloté depuis la présidence sous l'autorité de Faure Gnassingbé. C'est le projet PAPV. Voilà ce qu'est le marché de Mouepé. C'est les souris, les rats, les moutons, les chèvres, les serpents qui ont élu domicile sur le site. Ces photos que vous voyez vidéo datent de hier seulement. Ce sont les serpents. Il n'y a même pas de rue pour accéder à ce marché. C'est les serpents, les rats, les souris qui sont dans ce marché-là. Nous sommes à Lomé, parce que Mouepé aujourd'hui, c'est Lomé. Voilà, et voilà ce projet PAPV. Et ça, c'est à 10 km du centre-ville de Lomé, ou 15 km. Voilà le marché moderne. Ils appellent ça marché moderne de Mouepé. Vous voyez quelque chose de modernité dans ce truc-là? Marché moderne de Mouepé. Projet PAPV. Piloté depuis la présidence. Sous l'autorité de Faure et Somzimna Gnassingbé. Et est-ce que je pourrais ajouter les montants, le coût du projet? Oui, maintenant, Ditri, donne-nous les montants de cette construction. Voilà. Alors, ce projet a coûté la bagatelle de 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Oui, mais l'ensemble du projet PAPV. Mais pour l'ensemble du projet PAPV, 100 millions de dollars, c'est-à-dire un peu plus de 56 milliards de francs CFA. Et l'ensemble du projet, pas le marché de Mouepé. Le marché, il est autour de 120 millions de francs CFA. Le marché que vous voyez là, c'est autour de 120 millions. Voilà. Ce que vous voyez là, 120 millions. Et c'est abandonné dans la brousse. Et ils en ont construit quelques-uns d'autres dans d'autres localités au centre et au nord, comme ça, pareil, le même modèle abandonné comme ça dans la nature. 120 millions. On s'est levé un matin, on a jeté 120 millions par la fenêtre. Dans un pays où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, les écoles n'ont pas de toit, les élèves, on leur demande 100 francs, 200 francs pour acheter des ampoules. Ils sont allés à Mouepé, et ils ont mis ce marché sans associer les bénéficiaires et ils ont abandonné ça. Et c'est partout comme ça à l'intérieur du pays, dans certaines localités. Les marchés sont dans la brousse. Alors, ce projet de 56 millions de dollars, c'est financé par qui? C'est financé donc par la IDA et c'est un crédit. C'est un prêt, donc c'est pas un don, il n'y a pas de partie don, c'est totalement un crédit disposé par l'IDA, donc cet organisme de la Banque mondiale, et c'est à rembourser jusqu'en 2073. Alors, vous voyez, ce projet qui est financé par IDA, IDA c'est l'Institut de développement
je ne sais pas comment ça s'appelle ça, c'est une institution, je pense que c'est Agence internationale de développement. Agence internationale de développement, IDA, qui a financé les projets PAPV. Et c'est un crédit que nous devons rembourser jusqu'en 2073. Exactement. C'est un crédit que nous devons rembourser jusqu'en 2073. Et cet argent est logé à la présidence, piloté sous l'autorité de Faure Gnassingbé par un certain monsieur Ali Tagba. Ils construisent des projets PAPV, c'est pas quoi, vulnérables, aux populations vulnérables. Et dans tout le pays, c'est comme ça qu'ils sont allés construire des trucs qui sont abandonnés dans la brousse, que nous devons rembourser jusqu'en 2073. Donc, M. Faure Gnassingbé, sous l'autorité de qui ce projet PAPV est exécuté, il n'est même pas capable de demander des comptes aux exécutants qui vont jeter 120 millions comme ça, comme à Mwepé, dans la brousse. Et vous voulez que le Togo se développe? Voilà. Donc, voilà le marché de Mwepé que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui. Et j'espère qu'après cette présentation, Adjourouvi va aller faire un plaidoyer pour qu'on aille sarcler tout ça, qu'on dégage les herbes, qu'on modernise l'endroit, qu'on amène une rue là-bas et qu'on enlève le marché du bord de la route de Mwepé pour arriver sur le site si les populations acceptent. Parce qu'un marché aussi ne se construit pas. Un marché naît de la volonté des populations. Vous ne pouvez pas aller choisir un endroit et imposer un marché aux populations. Ce n'est pas possible. Donc, ils ont jeté 120 millions comme ça en l'air. Et ce projet est logé à la présidence, sous l'autorité de Faure Gnassingbé. Et c'est un prêt qu'on a fait à l'IDA, c'est qu'en 6 millions de dollars, je ne sais pas combien il a dit tout à l'heure. 100 millions de dollars, 100 millions de dollars, 100 millions de dollars. C'est qu'en 6 milliards de francs CFA. 100 millions de dollars, ça fait 56 milliards. Et qu'on doit payer jusqu'en 2073. Pendant ce temps, le chef du projet est milliardaire, son enfant est millionnaire. Tous ceux qui interviennent sur le projet sont millionnaires parce qu'ils ont détourné l'argent. Et on n'arrête personne. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous avant de terminer avec le dossier le dossier Afang Bédi. Alors, vous avez un dernier mot, cher invité, mon cher. Vous avez un dernier mot? Oui, j'ai un dernier mot. Je voudrais tout d'abord vous remercier déjà pour le live de la semaine dernière où nous avons pu interpeller les autorités concernant cette école publique qui était située à Maoussi Komi. Ouais, donc, nous avons vu qu'il y a eu une réaction rapide dès le lendemain. Ouais. Et vraiment, j'espère maintenant que les élèves ont pu être redirigés vers... On salue au moins la diligence du ministre. Voilà, on salue au moins la diligence. Voilà. Au moins, ça a percuté chez lui. Donc, on salue M. Kokoroko, qu'on va mettre donc au travail, comme tu l'as bien dit. Et Kokoroko va devenir donc chef de chantier. Donc, on salue donc cette initiative. On espère maintenant que ces enfants puissent aller dans des établissements qui sont proches de chez eux, qui n'aient pas à parcourir des dizaines de kilomètres à pied. Enfin, un peu exagéré, mais avant d'aller à l'école, qu'on puisse leur trouver des établissements près de leur maison et qu'on puisse leur fournir tout le soutien financier nécessaire à eux et à leurs parents pour pouvoir suivre les cours durant cette année. Parce que je rappelle que dans les projets SSQCU ou bien les projets PAPV dont on vient de parler, il y a toujours des composantes où il s'agit d'apporter des soutiens financiers directs tels Novici aux familles bénéficiaires de ces projets. Donc, moi, j'interpelle les autorités à pouvoir mettre en œuvre ces soutiens financiers directs aux populations, à les faire, d'accord, parce que les gens en ont besoin. Les élèves que nous avons vus la dernière fois, ils étaient pieds nus. Il n'y avait pas de kaki, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de kaki, il n'y avait pas de sac, rien du tout. Donc, il serait temps, si vous commencez quelque chose, d'aller jusqu'au bout. Nous avons maintenant un début de commencement de quelque chose. Faites-le jusqu'au bout, M. Kokoroko. Voilà ce que je voudrais ajouter à ça. Vas-y. Et pour finir, je voudrais quand même déplorer l'attitude de M. Robert Doucet, qui s'est comporté vraiment comme un vrai néocolonisé, comme l'a dit comme le disait Robert Memmi dans son
l'ouvrage Le portrait du colonisé, Monsieur Robert Doucet s'est illustré en parfait aliéné, tel un patient. C'est un grand panafricaniste, attention. Voilà. Et il galvaude le terme panafricaniste, il déshonore le terme panafricaniste. Donc, je trouve qu'il a été un déshonneur total pour le peuple togolais d'aller parler de pistes rurales, d'aller parler de la projection de Mercator, un discours inconséquent et insipide qui n'intéresse personne à l'heure actuelle. Alors que dans son pays, au coin de la rue où il habite, il y a des tonnes de déchets, d'ordures qui sont entassés là, qui ne sont pas dégagés, qui ne sont pas traités. Il y a des enfants qui jouent dedans, les pieds nus, qui sont exposés à tous les risques sanitaires imaginables. D'accord? Nous avons des eaux insalubres partout dans la ville de Lomé. Nous avons des déchets partout dans la ville de Lomé. Et on se permet de se mettre en accoutrement coquet, et aller à la tribune des Nations Unies pour parler de complètement autre chose, des préoccupations qui ne sont pas les préoccupations des Togolais. Tous les chefs d'État qui sont passés à la tribune des Nations Unies, puisque moi, en attendant le discours de Robert Doucet, je me suis tapé quelques discours de dirigeants auparavant, mais tous ceux qui sont passés ont parlé de préoccupations de leur population, de préoccupations dignes, et ensuite se sont projetés à l'international avec une volonté de puissance, de démontrer à quel point ils sont puissants, à quel point ils s'imposent dans leur sphère, à quel point ils veulent s'imposer sur l'échiquier international. Nous avons eu un monsieur Robert Doucet qui est parti faire du cantata, qui est parti nous humilier en tant que Togolais à la tribune des Nations Unies. Et je voudrais finir par là en disant que, franchement, il aurait pu éviter de faire ce discours, tout simplement. Merci beaucoup. Et merci, mon très cher Ditri. Et les Togolais comprennent pourquoi je disais il n'y a pas très longtemps qu'il faut que nous interpellions les institutions financières internationales qui sont quelque part complices de ce qui se passe dans notre pays. La Banque mondiale ne peut pas venir dire que la pauvreté urbaine au Togo, c'est 26%, alors que nous-mêmes, nous voyons la pauvreté dans tous nos quartiers. Et IDA ne peut pas donner 100 millions de dollars pour construire des infrastructures pour les populations vulnérables, et on va construire des marchés dans la brousse que personne n'occupe, qui sont à la merci des rats. Il faut que nous prenions ces images-là, ces photos, ces vidéos, que nous fassions une démarche citoyenne pour interpeller la Banque mondiale et leur dire ce que vous êtes en train de faire au Togo. Nous vous avertissons que si demain le Togo change, on peut en toute souveraineté refuser de payer cette dette-là parce que vous êtes complice du détournement de cet argent-là. Nous devons faire ce travail-là. Aujourd'hui, les gens du M66 sont allés aux Nations Unies. C'est ce qu'ils peuvent faire. Les économistes, les journalistes comme nous, on se met ensemble, on écrit des documents, on écrit des papiers, on argumente, on interpelle les institutions financières sur la gabegie qui est en train d'endetter le Togo sur les générations. Normalement, c'est un travail que les acteurs politiques devaient faire depuis longtemps. Malheureusement, ils n'ont pas eu le temps de le faire parce qu'ils étaient trop occupés par les justes politiques. Mais c'est un travail que nous devons tous faire. Toutes les intelligences sont les bienvenues. Tous ceux qui sont capables de décortiquer des documents économiques, de faire des analyses sur des documents, on doit le faire pour interpeller le FMI, la Banque mondiale, la BAD, l'IDA, le PNUD, la FAO, tous ceux qui déversent des milliards au Togo et que cet argent ne profite pas aux paysans, cet argent ne profite pas aux populations, mais ça rentre dans les poches des dirigeants qui ont des paradis fiscaux, qui mettent l'argent pour leurs enfants dans des comptes à Singapour, à Dubaï et puis un peu partout. C'est un travail que nous devons faire. Concomitamment à la mobilisation sur le terrain, concomitamment aux sensibilisations sur le terrain, nous devons faire ce travail qui est un travail intellectuel, qui est un travail de compétence, qui nécessite des compétences. Et donc, moi, je suis disponible, Ditri est disponible, il y a d'autres personnes qui sont disponibles. Nous allons rédiger des documents et au moment venu,
Ceux qui veulent accompagner ces documents-là veulent déposer leur signature. Les organisations qui veulent être partenaires de ces documents-là, on va les transmettre et aller les déposer au siège de ces institutions, les interpeller pour qu'ils ne viennent pas dire demain, on ne vous avait pas averti. Parce que demain, en toute souveraineté, nous pouvons dire on ne paie pas ces dettes-là. Parce que les gens ne peuvent pas endetter le Togo jusqu'en 2073. Les gens ne peuvent pas endetter le Togo jusqu'en 2070. Les gens ne peuvent pas endetter le Togo jusqu'en 2100. Il y a des enfants qui ne sont pas encore nés, mais ils vont payer les dettes que les dirigeants actuels sont en train de laisser. Ce n'est pas acceptable. Donc, toutes les intelligences sont les bienvenues. Toutes les compétences sont les bienvenues pour qu'on fasse ce travail-là. C'est un travail de harcèlement, mais harcèlement moral et intellectuel. D'un régime qui ne veut pas mourir. Donc, c'est par des petites actions comme ça que nous allons mettre en difficulté ce régime-là. C'est ce travail-là que nos amis du M66 sont allés faire en partie à New York. Il y a d'autres pans de ce travail-là que d'autres intelligences aussi peuvent faire. Il suffit que des gens disponibles prennent l'initiative. Donc, on reste loin de toutes les questions de distraction. Les questions de distraction qui ne nous apportent absolument rien, on travaille jour et nuit. Vous allez constater que toute la semaine, on travaille. Même quand on va au boulot, on revient le soir, on bosse, on rédige les documents. Ce n'est que le week-end qu'on prend un peu de temps pour faire de live. Après, on va travailler. Tous les pays sont en train de se réveiller. On a vu Madagascar. La jeunesse de ces années-là, la jeunesse numérique, est un véritable danger pour les gouvernants. C'est ce qu'ils ne perçoivent pas. C'est ce que eux-là, ils ne perçoivent pas. Ils pensent qu'avec les armes, ils vont tenir le pays pendant longtemps. La déflagration va arriver. La jeunesse numérique, là, elle est plus dangereuse que les armes. Tout à fait. La jeunesse numérique qui est pressée d'avoir des résultats, qui est pressée de vivre. Aujourd'hui, les Togolais doivent comprendre que tous les chemins de visa sont en train d'être fermés. Pour aller aux États-Unis aujourd'hui, c'est compliqué. Pour partir en Europe aujourd'hui, c'est compliqué. Les États-Unis sont en train de fermer toutes les opportunités pour les jeunes. Parce que tous les pays sont en difficulté et les gens ne veulent plus rien. C'est avant que les gens disaient, oh, Negula m'a dit visa de Magie Amérique, Negula m'a dit visa de Magie Europe. Tous les chemins sont en train d'être bouchés. Même la Chine est en train de déporter les Noirs. Vous ne savez pas. Parce que ça ne parle pas beaucoup du côté de la Chine. La Chine est en train de rapatrier les gens. Tous les Noirs qui font des désordres à Guangzhou, tout ça là, on les embarque. La Turquie envoie beaucoup de Noirs en prison. Plus personne n'est prêt à accepter encore les flux migratoires. Les gens sont en train de fermer toutes les opportunités. Donc, pour être à l'aise, nous devons changer nos pays de l'intérieur. Et tous les gouvernants qui empêchent les jeunes d'avoir accès au crédit, accessibilité au bien-être, au cadre de vie décent, la jeunesse va les dégager. Et cette jeunesse qui est connectée là, mais chaque pays a son heure. Madagascar, vous avez vu, électricité, eau, c'est parti, viens. Tout est parti en l'air. Donc, les gouvernants, comme ils sont autistes, ils ne veulent pas comprendre. Ford pense qu'il est encore dans les années 70, parce qu'il a des militaires, il sera surpris un matin. Surtout que lui-même, il s'est sérieusement fragilisé à l'intérieur de son système, en arrêtant les gens, en mettant les gens en prison, en faisant tout ce qu'il est en train de faire là. Donc, nous devons travailler. Donc, travailler suppose qu'on doit être loin de toutes les questions de distraction. Tout ce qui ne nous apporte rien au combat, on doit être loin de ça et se mettre véritablement au travail. Si quelqu'un t'attaque, tu fermes les yeux, tu passes. Quelqu'un t'insulte, tu l'oublies. Quelqu'un te fait, tu oublies. Tu travailles seulement. C'est le plus important. On reste focus. Et je termine en disant, ceux qui font quelque chose chaque jour sont en avance sur ceux qui ne font jamais rien. Ceux qui se lèvent chaque jour et ils font quelque chose, ils sont toujours devant ceux qui ne font rien. Donc, faisons chaque jour quelque chose pour faire avancer notre cause. Donc, voilà la conclusion que je voulais faire à la suite de tout ce qu'on a projeté ici avec notre frère Ditri. Je ne vais pas aborder le sujet de Afang Bédi aujourd'hui. J'ai imprimé son document, tout ça, mais bon, on a passé plus de bientôt 3 heures. Je pense que le sujet de Maître Afang Bédi est trop dense
pour que je l'ouvre tout à l'heure. Si je l'ouvre, je vais être fatigué parce que tenir pendant 3 heures de temps, c'est pas évident. Et donc, je vais le reprogrammer. C'est pas un sujet qui va disparaître, c'est un sujet qui est dans le temps. Donc, je vais le reprogrammer, analyser la sortie d'Afang Bédi. Afang Bédi, avec qui nous avons fait le CST ensemble, on a souffert ensemble, on a bataillé ensemble. C'est vraiment triste de le voir dans cet état aujourd'hui. Je vais vous parler d'Afang Bédi, vous faire quelques révélations sur des choses qu'on a eu à faire ensemble et pourquoi il est aujourd'hui en train de faire ce qu'il est en train de faire là. C'est vraiment dommage. Donc, je vais fermer ce sujet-là. On va finir le live par là. Je tiens à remercier notre frère Ditri pour sa disponibilité sans cesse, qui vient nous éclairer tous les jours que je le sollicite sur les questions économiques. Et comme j'ai eu le temps de le dire tout à l'heure, nous avons la disponibilité, le temps, l'intelligence, les compétences de rédiger des documents solides qui nous permettent d'interpeller les décideurs dans le monde par rapport à la situation économique catastrophique du Togo dans lequel Faure l'a plongé depuis des années et les avertir que s'ils ne prennent pas la mesure de la gravité de la situation, demain, le peuple togolais en toute souveraineté peut dire nous ne sommes pas prêts à payer des dettes que des prédateurs financiers ont créés sur le dos des générations. Donc, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour nous aider à faire ce travail-là. La seule chose dont on a besoin, c'est le sérieux, c'est la discipline, c'est la rigueur intellectuelle dans ce que nous sommes en train de faire. Zéro distraction. Si vous n'êtes pas de cette catégorie que je viens de décrire, passez votre chemin. Nous, ça travaille et ça va travailler pour le Togo. Donc, merci. Excellent. Excellent, merci. Et je voudrais rajouter un petit mot, c'est que comme ce qui a été fait au Ghana récemment, donc ça fera, j'espère que ça fera jurisprudence et que au Togo, après la libération du pays, nous allons répliquer l'expérience, tout simplement. Donc, ce n'est pas un vœu pieux, c'est possible, c'est en train de se passer actuellement à côté de chez nous. On peut refuser de payer des dettes qui ont été contractées par des prédateurs financiers et mettre ces prédateurs financiers devant leurs responsabilités. C'est ce qui est en train de se faire au Ghana actuellement. C'est ce qui est en train de se faire devant la Banque mondiale. Donc, j'espère que toutes les bonnes volontés vont comprendre cela et se rejoindront la bataille. Merci beaucoup. Je finis par dire que tous les documents dont nous avons parlé aujourd'hui sont disponibles sur le site, sur la page Facebook de ACGFIP, analyse citoyenne de la gestion des finances publiques. Vous pouvez y aller sur Facebook et taper tout simplement ACGFIP. Vous y avez accès et vous pouvez voir toutes les analyses et tous les documents dont nous avons parlé aujourd'hui. Merci beaucoup. Technique. Je termine en rappelant les manifestations de Berlin et de Minneapolis. Berlin le 4 octobre, organisation avec la DTA, le MO5, le M66, la diaspora togolaise en Belgique, la diaspora togolaise en Suisse, le CTS, Codi Togo, la diaspora Luxembourg, Pyramide, MNL, et puis les animateurs des panels, Wescal, Kodjo, Ghislain, Ali Akondo, Africa, Léandre, et Sylvain Amos, Cornerstone, tous ces gens-là font partie de l'organisation. On sent aujourd'hui quand même que les gens sont en train de s'organiser malgré les divergences pour être plus efficaces. Donc, il y a cette manifestation. Il y a Minneapolis avec notre frère Léandre Apom, Daniel Ida sera de la partie, les gens de M66 aussi, toute la diaspora du côté de l'Amérique vont se retrouver toujours le 4 octobre au niveau de Minneapolis. Et toutes ces actions participent à mobiliser les Togolais et à les mobiliser pour soutenir ce qui va se dérouler sur le terrain pendant que les gens continuent la sensibilisation sur le terrain, les gens continuent la mobilisation sur le terrain, les gens continuent de s'organiser sur le terrain et c'est la jonction de toutes ces actions-là qui vont être un outil pour bousculer la dictature. Merci à tous. Et je vous souhaite une très, très bonne semaine, un bon début du mois d'octobre. L'année, doucement, est en train de s'achever. Que la Providence nous garde, nous accompagne. Que Dieu nous donne la sagesse de nous élever au-dessus des débats qui n'ont aucune importance pour notre pays, pour continuer la lutte pour la libération de notre pays. Merci infiniment à vous tous. Que la Providence nous garde. Et je souhaite joyeux anniversaire à une grande sœur, Asaba, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Salut à François, à toi, aux enfants, et joyeux anniversaire à vous. Bonne fête. Et à plus tard. Merci Ditri.
Un chef qui n'a plus pour trône qu'un rocher, et pour royaume qu'un coin dans un maquis.